Bonsoir, bonsoir à tous. Je suis très heureuse de vous accueillir, Jean Bourcard, pour venir nous parler de cette biographie du général de Lestrin. Avec vous, on va essayer d'explorer les différentes étapes de la vie du général de Lestrin, de parler de son engagement dans la résistance, de sa déportation, de sa mort, de sa postérité et de ses qualités spirituelles et de voir un petit peu en quoi, pour notre temps, de Lestrin peut être une source d'inspiration. Alors, peut-être que le mieux, c'est que vous commenciez par vous présenter, par nous dire comment est-ce que vous vous êtes intéressé à de Lestrin, sur lequel, je crois, il n'y a pas eu de biographie récente. C'est ça, donc c'est toujours, bonsoir à tous, une longue histoire. Merci d'abord de m'inviter ce soir. Oui, c'est une longue histoire parce que, pour le dire simplement, donc, je suis militaire de carrière, officier d'active au sein de l'armée de terre, et plus particulièrement officier historien en charge de l'enseignement militaire supérieur à Paris. Oui, je viens presque en voisin, à l'école militaire. Donc l'histoire de ce livre, c'est un long cheminement, forcément, avec, comme vous l'avez dit, un certain nombre d'environnements différents, de postures différentes. Donc c'est une histoire de France, une histoire militaire, mais en même temps c'est aussi une histoire de foi et de conviction. Peut-être que vous pouvez commencer par nous parler brièvement de la vie du général de Lestrin. Finalement, une vie d'un homme, mais qui touche la grande histoire de France, la grande histoire du XXe siècle, et de nous parler donc de ces 48 années de service consacrées à la France en deux parties, d'après ce que j'ai compris en discutant avec vous. D'abord, le fait d'être un militaire d'active, et ensuite son entrée dans la clandestinité. Oui, tout à fait. Donc c'est d'abord le parcours d'un officier de son temps, donc sorti de Saint-Cyr, et puis ensuite il est rentré dans l'infanterie, et plus particulièrement dans un corps d'élite, les chasseurs à pied, donc tout ça avant la Première Guerre mondiale. Il va rester plusieurs années dans la vie de ce qu'on appelle la vie de garnison, qui n'est pas toujours captivante même à cette époque-là, mais à partir de 1914, les choses évidemment évoluent. Il sera capitaine de chasseurs à pied, il va se distinguer sur le champ de bataille au mois d'août, mais très rapidement, il va être fait prisonnier et il va, comme d'autres, on en parlera, le fameux Charles de Gaulle, il va rester quelques mois, voire quelques années derrière des barbelés. Et puis, il va, après la Première Guerre mondiale, après cette première partie dans les chasseurs à pied, donc au sein de l'infanterie, il va se passionner pour ce qu'on appelle une arme nouvelle, donc les chars de combat. Et après avoir réussi le concours de l'école supérieure de guerre, il va rentrer dans cette nouvelle dimension et puis continuer à monter en grade, passer capitaine, commandant, lieutenant-colonel, colonel, commander un bataillon de chars en Allemagne, ensuite commander un régiment de chars à Vannes, puis ensuite passer général, commander une brigade de chars à Metz, et c'est à Metz qu'il va avoir sous ses ordres le fameux colonel de Gaulle, à la tête du 507e régiment de chars de combat. Et puis il va prendre, comme le veut le règlement, à l'âge de 60 ans, la retraite en 1939, donc vraiment dans les tout premiers mois de 1939, alors que évidemment le contexte international évolue, eh bien, il est ce qu'on appelle mis en deuxième section, c'est-à-dire en réserve, et il est rappelé en septembre 1939 pour prendre la tête des chars de la 8e armée qui se trouve en Haute-Alsace à ce moment-là. Et donc, eh bien, la campagne de France se déroule. Il va progressivement, et là je fais court, avoir un certain nombre de responsabilités, et notamment, il va être le premier et le seul à être mis à la tête d'un groupement de division de chars, donc ce qui est unique dans cette histoire militaire de cette époque, puisque la France, disons-le, a un certain retard pour créer des grandes divisions de chars, alors que le voisin, l'Allemand, le fait depuis 1933-1936. Donc, il va se retrouver à la tête d'une grande unité de chars, en ayant encore le général de Gaulle sous ses ordres, mais on connaît la fin de l'histoire, et à partir du mois de juin, eh bien, c'est la défaite. Début juillet, il va rendre son commandement, et il va obtenir sa 3e étoile, et partir une deuxième fois à la retraite, donc deuxième fois versé dans la 2e section des officiers généraux, et puis se retirer à Bourg-en-Bresse, et comme beaucoup d'autres, attendre de jours meilleurs. Voilà, et là, c'est là qu'intervient finalement ce bouleversement dans sa vie avec la défaite, où finalement, à Bourg-en-Bresse, il va être contacté pour rentrer dans l'armée secrète, pour devenir l'un des chefs de la résistance.
Alors, je pense que c'est intéressant que vous nous expliquiez un petit peu cette période de sa vie, quel est le regard qu'il a pu porter sur la défaite, sur le maréchal Pétain. Et finalement, on se rend compte en lisant votre livre que c'était un homme qui était, d'après ce qu'on lit, plutôt conservateur, qui était discipliné, qui n'a pas osé jeter un pavé dans la mare dans l'entre-deux-guerres, contrairement à De Gaulle, qui lui n'avait pas hésité à s'opposer à sa hiérarchie. Finalement, cet homme-là va devenir résistant en se plaçant sous les ordres d'un factieux, d'un rebelle, de quelqu'un qui était quand même condamné à mort par contumace. Alors, ce qui est très intéressant dans son parcours, mais on en reparlera peut-être un peu plus loin, c'est évidemment toutes ses convictions, tout son socle de valeurs qu'il connaît depuis sa plus tendre enfance, et puis son socle de valeurs, y compris dans son métier de soldat et de chef. Donc, en 1940, comme beaucoup d'autres militaires d'actifs, eh bien, certains vont être dans une posture d'attente, mais une posture très légaliste. Voilà, donc, dans une armée, je dirais, républicaine de l'époque, eh bien, il y a un pouvoir, c'est le pouvoir légal, et on sait ce qui se passe en 1940. Quelques-uns font le choix de traverser la Manche et de suivre, comme vous dites, un factieux, mais d'autres restent, et il en fait partie, puisque, pour le replacer dans le contexte de l'époque, le maréchal Pétain reste une figure marquante du pays, et notamment des chefs militaires, des anciens combattants. Voilà. Donc, dans cet environnement, lui qui a beaucoup œuvré, le général de Lestrin qui a beaucoup œuvré dans les chars de combat, va justement s'entourer et faire en sorte de cultiver le monde associatif, on le dirait comme ça, des anciens des chars de combat. Voilà. Il va créer, avec d'autres bien sûr, pas tout seul, il va créer cet environnement propice à, comme il le dit au mois de juillet 1940, à retrouver la confiance pour un jour eh bien, relancer ma foi, des postures et d'une certaine manière prendre une revanche qui celle-là sera définitive. Donc voilà, il est en retrait, mais il n'est pas inactif. Voilà. Et en fait, quand il est contacté pour faire partie de la résistance, en août 1942, il va donner sa réponse dès le lendemain. Donc je pense que ça correspondait effectivement à quelque chose qui était vraiment au fond de lui, enfin, qui correspondait à ses convictions et à ses positionnements. Et donc en octobre 1942, De Gaulle le nomme chef de l'armée secrète. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus? Enfin, il y a la citation mon général, on m'a parlé de vous, j'en étais sûre, il n'y a rien auquel nous attachions plus d'importance qu'à ce que nous vous demandons d'assurer l'organisation et le commandement. Personne n'est plus qualifié que vous pour entreprendre cela. C'est le moment, nous referons l'armée française. Est-ce que finalement c'était l'homme de la situation? Peut-être que vous pouvez nous en dire un petit peu plus sur cette armée secrète, quel a été le rôle dans la résistance, et finalement des liens avec des personnes qui étaient très différentes de lui par leurs opinions politiques. Alors c'est vrai que si on ouvre le grand livre de l'histoire des résistances, de l'histoire de la résistance avec un grand R, on peut y passer plusieurs heures, voire plusieurs semaines, donc c'est assez compliqué. On n'a que une dizaine de minutes. C'est très compliqué, mais on va dire que les choses entre 1940 et 1942 bien évoluent. Vous savez que la France est coupée en deux. En novembre 1942, la partie nord est occupée par les Allemands, la partie sud est une partie dite libre, et à partir du moment où les Allemands, les Alliés débarquent en novembre 1942 en Afrique du Nord, donc les Allemands, par réaction, envahissent la zone sud. Et donc, il y a des postures qui vont évoluer de deux manières. Il y a l'armée d'armistice, là aussi c'est un autre chapitre. C'est l'armée d'armistice qui était l'armée de Vichy. L'armée des 100 000 hommes. L'armée des 100 000 hommes, voilà, qui disparaît. Mais les militaires qui l'encadrent ne disparaissent pas pour autant. Donc certains franchissent la Manche ou la Méditerranée, d'autres, justement, préparent les combats de demain dans une organisation qu'on appelle l'organisation de résistance armée, ou éventuellement dans une autre qui s'appelle l'armée secrète. Donc à partir de fin 1942, ou à partir du mois d'août, lorsque Charles de Gaulle donne son aval pour que le général de Lestrin prenne la tête de l'armée secrète, eh bien il y a deux organismes qui vont se créer, deux mouvements majeurs qui se créent, on va le dire comme ça. L'armée secrète avec le général de Lestrin dans une dimension plutôt gaulienne, et l'organisation de résistance armée dans une dimension plutôt girodiste, et à la tête de laquelle va se retrouver le général Frère. Et finalement, c'est une armée secrète qui a quand même eu un grand rôle dans la création du maquis du Vercors, notamment quand il y a eu l'instauration du service du travail obligatoire. Il y a quand même eu un grand rôle de cette armée, qui est peut-être pas très connue aujourd'hui d'ailleurs.
En fait, à partir de 1942, donc il y a un homme qui joue aussi un rôle très important, donc c'est le fameux Jean Moulin, qui va être le représentant de la France libre en France, et qui va essayer, avec toutes les difficultés que l'on connaît après, évidemment, c'est toujours facile de raconter l'histoire a posteriori, toutes les difficultés pour unir justement ces mouvements de résistance et les faire rentrer dans l'escarcelle du général de Gaulle, c'est-à-dire faire en sorte que tous ces mouvements de résistance n'aient qu'un seul chef politique, le général de Gaulle, avec un représentant dans la clandestinité, Jean Moulin. Bon, mais ça c'est la théorie, et on sait très bien que ça ne marchera pas tout à fait comme ça, que c'est beaucoup plus compliqué, et que justement, dans cette posture de la France libre, le général de Lestrin va jouer son rôle à la tête d'une armée en clandestinité qui s'appelle l'armée secrète. Voilà. Mais cette armée secrète, elle ne vient pas de nulle part, elle vient d'un certain nombre de mouvements de la zone sud qui se sont construits progressivement avec des gens comme Henri Freinet, par exemple, Jean-Pierre Lévy ou Emmanuel Dacier de la Vigerie, qui vont être tous les trois à la tête de mouvements de résistance dans la zone sud. Et peu à peu, malgré leurs différences, malgré leur, on va dire, leur chicaillerie aussi, pour le dire simplement et trivialement, ils vont quand même réussir à se mettre d'accord pour se dire, à partir de janvier 1943, d'accord, on va se mettre ensemble, le fameux mouvement uni de la résistance, et on va reconnaître, malgré toute l'autorité du général de Gaulle à Londres, et donc de son représentant en France, Jean Moulin. Voilà. Et de Lestrin, alias Vidal, son nom dans la résistance. Et voilà, donc ça c'est intéressant parce que le général de Lestrin se met effectivement tout de suite au service de cette aventure, pour laquelle il n'est absolument pas préparé, comme n'importe quel officier d'actif. Par définition, le métier d'un fonctionnaire, et en particulier d'un militaire, c'est de servir en toute lumière et non pas de servir en clandestinité, sauf dans le cas exceptionnel. Mais il va se mettre d'emblée parce qu'il considère que c'est un devoir, c'est un homme de devoir. Donc malgré ses 60 ans bien passés, 62 ans, ça lui pose aucun problème de rentrer dans cette nouvelle posture, quitte à acquérir avec difficulté ce savoir-faire, ce savoir-être de la clandestinité. Et alors justement, de Lestrin reste quand même aujourd'hui un peu l'homme du mystère, parce que son arrestation à Paris en juin 1943, d'après ce que j'ai compris, finalement, on n'a pas de certitude sur est-ce qu'il a été trahi, est-ce que c'est l'un de ses compagnons qui a joué double jeu. Et c'est une catastrophe, parce que toute l'armée secrète va être décimée petit à petit, et finalement, d'après ce que j'ai lu, j'ai compris qu'il n'y avait pas de certitude. Il y a une part de mystère qui entoure encore aujourd'hui de Lestrin. Alors le monde de la résistance, ou le monde des résistances, est un monde compliqué, où tout le monde ne partage pas forcément les mêmes avis. Tout le monde est d'accord pour mettre l'allemand, on va dire, hors du pays, mais la manière d'y arriver est effectivement compliquée. Donc, 1943 résonne avec 2023, c'est le fameux aspect mémoriel des 80 ans, et notamment, puisque vous en parlez, du mois de juin 1943, puisque dans l'ordre, pour retenir 3 dates, c'est l'arrestation du général de Lestrin le 9 juin au métro La Muette, à Paris. 4 jours après, c'est l'arrestation du général Frère, de Clermont-Ferrand, qui est à la tête de l'organisation de résistance armée. Et surtout, quelques jours plus tard, Jean Moulin, le représentant donc, du général de Gaulle en France, prend la décision d'organiser une réunion à Caluire, à Lyon, pour justement trouver un remplaçant au général de Lestrin. Et lorsqu'on retient justement les éléments de Caluire, on oublie en fait, souvent, parfois, que Caluire n'a existé finalement que parce que le général de Lestrin a été arrêté. Ce qui ne veut pas dire que Jean Moulin n'aurait pas fait d'autres réunions à Lyon ou à Caluire, mais c'est un élément important pour remettre dans le contexte. Et alors pourquoi Jean Moulin a été arrêté et comment? Et finalement, 3 semaines avant, pourquoi le général de Lestrin a été arrêté et comment? Alors dans les raisons connues, parce qu'il n'y a pas d'histoire sans source et sans archives, on a quelques certitudes, c'est peut-être un peu exagéré, on a quelques éléments probants, et puis il y a toujours quelques points d'interrogation. Dans les éléments probants de ces arrestations, il y a des imprudences, évidemment. La clandestinité, ça s'apprend. Ouais. Et quand on est chef en clandestinité, on n'agit pas forcément tout seul. On a besoin d'avoir des éléments de protection, on a besoin d'avoir des éléments de renseignement. Alors peut-être que des imprudences ont été commises, y compris par le général de Lestrin. Mais derrière tout ça, il y a d'autres choses, c'est effectivement des trahisons qui sont faites. Là-dessus, il y a des noms, il y a des choses qui sont connues. Et puis surtout, il faut le souligner, la performance des services de renseignement allemands de l'époque, la fameuse Abwehr, qui, à partir de début 1943, pour différentes raisons et des raisons
jurisprudence, notamment de la résistance à Lyon, ont parfaitement connaissance de l'organisation de la résistance française. Enfin, une très bonne connaissance, et notamment de l'armée secrète, avec des archives qui sont récupérées à Lyon, et donc l'APVR a très bonne connaissance, on le saura a posteriori, c'est facile, une très bonne connaissance de l'organisation de l'armée secrète, et connaît pratiquement ses chefs, sans savoir exactement si le général Dolestrin et Vidal sont les mêmes hommes, mais en tout cas, voilà. Donc vous voyez, à la fois un ennemi qui connaît très bien son métier, notamment dans le domaine du renseignement, un ennemi qui est capable de retourner des résistants, et donc potentiellement créer des trahisons dans le milieu de la résistance, et puis des imprudences, des conjonctures, des hasards malheureux, qui font que Dolestrin va être arrêté, et puis ensuite d'autres hommes vont être arrêtés aussi, parce qu'on retient que ses chefs, mais il y en a beaucoup d'autres évidemment. Alors que va devenir le général Dolestrin? Alors après, donc à partir de ce fameux 9 juin 1943, donc c'est le début d'une certaine forme de porte de la déshérence, puisque, comme d'autres, il va être interrogé d'abord par les services de renseignement allemands, donc avenue Foch notamment, et puis rue des Sauzets aussi, à Paris, et puis ensuite après il va rester plusieurs mois à Fresnes, donc ça c'est la dimension carcérale, et puis comme il est condamné à être NN, c'est-à-dire Nacht-und-Nebel, donc en gros être condamné à mort. Oui, je pense qu'il faut peut-être rappeler ce qu'est un déporté Nacht-und-Nebel, enfin, quelle est la spécificité du Alors, la spécificité, c'est qu'à partir du moment où ils sont condamnés par les autorités allemandes Nacht-und-Nebel, donc NN, ils sont nuit et brouillard. Nuit et brouillard, ils sont déportés et un jour ou l'autre ils disparaissent. C'est un peu le principe général, même si c'est pas une valeur absolue. Et donc à partir du mois de mars, enfin en mars, après avoir passé plusieurs mois à la prison de Fresnes à Paris, le général Dolestrin est déporté avec d'autres de ses compagnons de misère au camp du Schruthof en Alsace. Et puis jusqu'au mois de septembre 1944, eh bien, il va apprendre voilà, à vivre dans des conditions difficiles ou effroyables, on a du mal parfois à le mesurer. Et en septembre 1944, devant l'avancée des armées alliées, donc progressivement le pays, la France est libérée, eh bien, les Allemands vont faire en sorte d'évacuer le camp du Schruthof, qui se trouve en Alsace, qui est le seul camp, non pas d'internement, mais de concentration en France. Et une bonne partie des prisonniers, des déportés, vont être une nouvelle fois déportés vers Dachau. Et donc ça va être sa nouvelle expérience, on va dire, concentrationnaire après celle du Schruthof, en soulignant qu'au mois de septembre, il a la chance, comme d'autres, de poursuivre cette porte de la déshérence en vie, puisque au mois de septembre 1944, à Schruthof, les Allemands exécutent une bonne partie des résistants, et notamment des résistants militaires, parce qu'on parle des militaires en résistance, notamment ceux du réseau Alliance. Il y a plus d'une centaine de résistants du réseau Alliance qui sont exécutés au Schruthof. Et là, donc, à Dachau, il va poursuivre cette route avec d'autres personnes qui sont aujourd'hui connues, comme Edmond Michelet ou Monseigneur Piguet, par exemple, qui vont beaucoup témoigner sur Dolestrin. Et un jour, lors d'un appel, alors là, il y a plusieurs hypothèses. Alors, deuxième mystère dans la vie de Dolestrin. Deuxième mystère, voilà, après sa posture en clandestinité et en résistance, c'est la fin. Comment est mort Dolestrin? Finalement, très peu de temps avant la libération de Dachau. C'est ça, donc une grosse semaine avant la libération du camp par les Américains. Alors pourquoi? Alors on a quelques éléments d'explication qui seront donnés par la suite par les quelques rares témoins allemands qui seront jugés soit dans le cadre des procès du Schruthof ou des procès de Dachau. On aura quelques éléments, mais on suppose qu'après un appel, un ordre a été donné. Alors, par qui? Par Berlin, par une autorité nazie, SS du camp, on ne sait pas. Donc on lui demande de faire ses affaires, il fait ses affaires, il prend sa valise, il est accompagné à l'extérieur du camp, et là, il est exécuté d'une balle dans la tête et il disparaît corps et biens dans un des fours crématoires du camp de Dachau. Donc il est mort le 16 avril alors que Dachau a été libéré le 29 avril. Donc c'est très peu de temps avant la déportation. On n'a pas de témoignage des derniers mots ou de prières de Dolestrin. Peut-être que c'est le moment de parler de son caractère, de sa foi, de ses maîtres spirituels. Vous en parlez beaucoup dans votre livre et je pense que ce serait intéressant que vous en parliez devant notre public, à la procure. Quel chrétien était Dolestrin?
Alors de Lestrin, c'est un homme à multiples facettes, on le disait tout à l'heure. Donc effectivement, c'est d'abord un homme au service de son pays pendant 48 ans. C'est quand même assez énorme, et on connaît la fin tragique. Mais c'est aussi un homme au service de sa foi. Alors une foi qui a été mise en éveil a priori par sa maman, et puis aussi par son éducation. Bon, l'éducation, il faut le remettre dans le contexte de l'époque, notamment les écoles qu'il a fréquentées. Et puis par ses convictions personnelles sur lesquelles il ne s'est penché pas forcément plus que ça. Donc, il y avait une discrétion, c'est les archives qui le montrent, les archives notamment familiales, qui le montrent un peu à travers des lettres. C'était un homme de conviction, un homme de foi, puisque tous les jours il allait à la messe, y compris au Struthof quand il pouvait secrètement ou à Dachau, pour continuer donc à vivre sa foi et à vivre ses convictions à la fois de soldat et de chrétien. Et il le dira d'ailleurs, j'en parle dans mon livre, il le dit de manière assez exemplaire dans une courte phrase, il dit « Je n'ai toujours agi que par devoir envers Dieu et la patrie ». Voilà, et vous dites, durant toute sa vie, son idéal chrétien constitue sa dominante et ne l'a jamais quitté, même dans les moments les plus intenses de ses responsabilités. Et c'est vrai que dans son testament, enfin pas son testament, mais les notes qu'on retrouve dans son missel, vous disiez, il était inscrit pour me désapproprier de moi-même, vivre intensément pour Dieu, à qui je confie ma famille, tous ceux qui me le sont le plus chers, pour ma patrie, pour mes frères, vivre libre et joyeux, patient, en dépit de la botte allemande et de l'étouffement français. Troisièmement, être exact. Et j'ai noté également la lettre qu'il adresse à sa femme depuis Fresnes, où il dit « Je ne pense qu'à toi, à nos enfants. J'ai dans notre épreuve de grands secours religieux. Dès le lendemain de mon arrivée à Fresnes, dès qu'une cellule m'a été affectée, j'ai pu recevoir la Sainte Communion en viatique et je l'ai reçue presque chaque semaine. Prier en famille avec ferveur et confiance, Dieu et la Vierge qui ne nous abandonnera jamais. » Donc il y avait vraiment une confiance incroyable, enfin, comme dans la vie de plusieurs résistants. Mais vous dites, voilà, il a fait... j'ai retenu aussi la citation à l'ordre de l'armée en 1940. Alors, je vais peut-être vous laisser lire, vous lirez ça mieux que moi. Oui, tout à fait. La citation parle d'un homme d'une grande vigueur physique. Effectivement, c'était un homme qui n'était pas très grand, mais qui avait aussi certainement un caractère entier, et en particulier un dynamisme légendaire. Mais voilà, et on dit qu'il a fait preuve à plusieurs fois d'un grand courage et d'une rare équité, d'une abnégation totale, n'ayant qu'une volonté de point servir. Voilà, donc c'est vraiment toute sa caractéristique. Et il le dira plusieurs fois, il le dit dans des courriers privés à sa femme, à ses enfants, pendant la période dite de drôle de guerre. Il le dit aussi au moment où il est à Fresnes, dans les quelques rares lettres qui sont restées. Et il le dit encore par des témoignages qu'on connaît après. Je parlais de Monseigneur Piguet ou de Edmond Michelet, qui sera plus tard connu futur ministre des Armées. Tous, et c'est toujours intéressant en histoire de trouver des éléments de critique, pas forcément héroïser son sujet. Oui, pas en faire un saint finalement. Pas en faire un saint, mais très honnêtement et très franchement, je cherche toujours la critique. Et j'ai toujours pas trouvé. Alors on peut en trouver en disant bah oui, d'un point de vue professionnel, il aurait pu être tout de suite maréchal de France ou je ne sais quoi. Mais en tout cas dans sa critique d'homme, de chef militaire et d'homme tout court, c'est difficile de trouver une critique. Et tous les témoins qui l'ont connu jusqu'au, on peut en parler aussi de la dimension mémorielle, jusqu'à cette fameuse panthéonisation. Alors parlons-en, parce qu'aujourd'hui on connaît très bien De Gaulle, mais très peu de Lestrin. Alors il y a une association qui a été créée pour défendre sa mémoire. Il y a des choses il y a cette rue qui existe dans le 16e arrondissement, mais voilà, parlons de la postérité de Lestrin aujourd'hui, sur lequel finalement il y a bien peu de lumière. Alors de Lestrin est parti très vite, donc la guerre était à peine finie, et puis derrière, je dirais les hommages n'ont pas tardé malgré tout, puisqu'il a été fait compagnon de l'ordre de la Libération à titre posthume. Il est le seul d'ailleurs officier général à avoir été fait compagnon de l'ordre de la Libération à titre posthume, mort en camp de concentration. Et puis par la suite, un certain nombre d'hommages vont être donnés par ses anciens compagnons de misère que j'ai déjà cités, et également par ses anciens témoins et praticiens, ceux qui ont vécu avec lui. Je pense en particulier à deux personnages majeurs, le commandant Perrette, qui était un ancien des chars et qui avait servi dans les chars pendant la Première Guerre mondiale, y compris
pendant la Deuxième Guerre mondiale sous les ordres du général Delestraint, mais plus encore le fameux docteur Guillain, qui aura été son secrétaire pendant une courte période, lorsqu'il avait 19 ans, jeune étudiant en médecine à Lyon. Et c'est lui qui va porter cette mémoire avec d'autres de ses anciens camarades et qui va écrire un premier témoignage après Perrette, après ses études de médecine et après avoir pris sa retraite de médecin, écrire un premier livre et puis constituer cette association avec un certain nombre de rendez-vous, etc., dont la consécration sera en 1989 l'inscription au Panthéon en lettres d'or du nom du général Delestraint. Et cette messe, finalement, en novembre 1989, aux Invalides de la Nation veut lui rendre hommage, et malheureusement, le mur de Berlin venant de tomber, la lumière va passer sur le mur de Berlin et non sur Delestraint. Donc, en discutant tout à l'heure avec vous, vous me disiez, finalement, Delestraint, c'est peut-être un peu l'homme d'un rendez-vous qui n'a pas eu lieu. Mais c'est ça, il y a quelque chose d'assez incroyable, c'est que c'est une personnalité, à mon sens, entière, forte conviction. C'est pour ça que je parle souvent d'un extrait de ses conférences lorsqu'il évoquait le savoir-vouloir. Pour un militaire, ça parle, associer deux verbes, savoir-vouloir, c'est quand même très fort. Mais en même temps, il y a un effacement, c'est-à-dire c'est pas un homme du scandale, c'est un homme toujours très discipliné, malgré son caractère entier, il y a des témoignages dessus aussi. Mais voilà, il n'est pas là pour, comme dire, renverser la table ou faire en sorte qu'on parle de lui. Non, c'est pas. Et peut-être que cette fin tragique interroge, voilà, et puis porte un témoignage, qui est un témoignage du matériel, oui, voilà, un témoignage d'humilité qui porte peut-être beaucoup plus, malgré tous ces rendez-vous ratés. Et effectivement, 1989, c'est quand même assez incroyable, alors que les plus hautes autorités de l'État prépare un hommage national, et bien le jour où c'est prévu, la veille, le mur évidemment de Berlin tombe et les actualités internationales et nationales parlent évidemment de Berlin, et le général Delestraint, paraît-il, il n'y a qu'un seul journal qui mentionne cette entrée au Panthéon, qui n'est pas vraiment une entrée, qui est une inscription au Panthéon, malgré tous les discours de François Mitterrand, le père Riquet, etc., etc. Donc une forme d'effacement, même si, grâce au docteur Guillain à l'association, des rendez-vous... Le docteur Guillain, c'est celui, pardon, excusez-moi, voilà, qui a été le secrétaire pendant une année de Delestraint et qui a publié en 1995 la première biographie de Delestraint. Voilà. Qui était très centré sur ce qu'il avait connu, c'est-à-dire il était le chef de l'armée secrète et le docteur Guillain avait été son secrétaire pendant 9 mois. Donc voilà, moi j'ai essayé, à travers cet ouvrage, de prendre un peu de hauteur et de me positionner non pas comme un acteur et un témoin, puisqu'évidemment je n'ai pas connu ces événements, mais essayer d'agir, voilà, plutôt d'agir comme historien ou biographe, modestement, pour essayer de faire la synthèse en apportant des nouvelles sources, des nouvelles archives, et il y en aura, j'espère, d'autres un jour, pour éclairer justement tous ces mystères de sa vie, de sa fin de vie, et même de sa postérité à travers cette dimension mémorielle qui est portée, malgré tout aussi, disons-le, dans l'institution militaire par des officiers, puisqu'il y a une promotion de Saint-Cyr qui porte son nom aujourd'hui. Alors peut-être qu'on peut parler du lien avec De Gaulle. Finalement, peut-être qu'on peut opposer dans une certaine mesure les deux hommes. De Gaulle avait une posture, c'est tout de suite mis dans une posture de rebelle dans l'entre-deux-guerres, dans des questions un petit peu techniques, mais dont vous me parlerez très bien, sur les chars. Et puis finalement, la mémoire a retenu De Gaulle, et pas Delestraint. Quel était le lien entre les deux hommes? Qu'est-ce qu'on peut dire de cette relation qui finalement s'est inversée? Alors il y a une relation de chef à subordonné, de subordonné à chef. Ça c'est très intéressant à souligner, c'est assez rare, enfin il y a d'autres exemples, mais celui-là est assez emblématique. Puisque, pour le rappeler brièvement, le colonel De Gaulle commande un régiment de chars à Montilly-lès entre 1937 et 1939, et à la même époque, son chef, c'est le général Delestraint. Donc ils se connaissent, ils s'apprécient, il y a une relation de chef à subordonné, mais ils s'apprécient aussi d'après les témoignages, mais il faudra encore en trouver un peu plus, ils s'apprécient aussi sur la manière de voir les choses. Et notamment dans l'entre-deux-guerres, un des grands sujets, c'est justement le devenir ou la montée en puissance d'un corps de bataille à partir de chars. Voilà, donc ça c'est tout ce que les Allemands avaient en face. Ce que les Allemands arrivent à faire un peu mieux et plus tôt. On verra les résultats évidemment en 1940, mais il y a vraiment un débat doctrinal qui est très important, de manière générale, sans entrer trop dans le détail, sur les postures et puis les capacités de l'armée française de l'entre-deux-guerres.
Et le général de Lestrin et le colonel de Gaulle partagent un certain nombre de vues communes. Alors comme vous disiez très justement, le colonel de Gaulle est un peu plus, comment dirais-je, voit les choses par le haut, donc lui il n'hésite pas. Voilà, en publiant des livres. Il publie des livres, par son réseau, y compris son réseau politique, il n'hésite pas à agir, alors que de Lestrin reste toujours très, très obéissant. Mais à cette même époque, le théoricien, praticien et technicien du char, c'est de Lestrin, c'est pas tellement de Gaulle, puisque finalement de Gaulle n'a qu'une expérience, c'est celle d'avoir commandé un régiment de chars avant 1940, alors que de Lestrin a commandé un bataillon, un régiment et une brigade de chars. Donc celui qui, quelque part, pour le dire simplement, connaît un peu plus et un peu mieux, c'est ça. De Lestrin. Mais il s'apprécie, il n'y a pas forcément de concurrence outre mesure. Chacun a des ambitions différenciées, bien évidemment. Et ensuite, de Lestrin va se placer sous les ordres de son ancien subordonné. Et alors, il y a une petite parenthèse, c'est celle de la campagne de France, ou la campagne malheureuse de France, où le général de Lestrin va être, selon les propres mots du général de Gaulle, le grand maître des chars, puisqu'il sera mis à la tête d'un groupement de chars, alors ça comprend plusieurs divisions de chars, dont celle du général de Gaulle, pour essayer de renverser les choses et puis de vaincre l'outil blindé allemand, mais on connaît la suite et ça ne fonctionnera pas. Mais en tout cas, de Lestrin à ce moment-là, de manière assez compliquée, parce que ça c'est une étude à faire sur le commandement français de l'époque, mais je passe, c'est de manière compliquée, de Lestrin va quand même avoir le commandement, on dirait en plénitude d'un groupement très important. Et après la guerre, en effet, entre 1940 et 1942, après un long cheminement, Gérard de Lestrin va accepter de se mettre, mais je dirais accepter, c'est même pas le terme, naturellement, il va se mettre sous les ordres du général de Gaulle, devenu chef de la France libre et chef de la France combattante à partir du mois de juillet 1942. Voilà. Donc pour lui, ça ne pose pas de problème, ils se connaissent, ils s'apprécient. Le fameux mot du général de Gaulle en 1942, en août 1942, disant de Charles à Charles, puisque tous les deux portent le même prénom, il envoie un message de Londres, il dit de Charles à Charles, d'accord. Donc ça veut dire que pas de problème. Et ça évite comme ça aussi d'autres, je reviens sur les problèmes de la résistance, d'autres éventuellement ambitions de chefs de la résistance qui aimeraient bien prendre la place de Lestrin, mais ça c'est encore une autre histoire. Finalement, en lisant votre livre, on se rend compte que de Lestrin, qui était un catholique fervent, un homme plutôt conservateur, a uni ses efforts à ceux de gens dont les opinions politiques n'étaient pas du tout les siennes, qui peut-être en temps de paix auraient été ses adversaires, finalement, est-ce qu'on peut dire que de Lestrin, aujourd'hui, peut être un modèle pour notre temps, quand on voit le contexte difficile dans lequel notre pays est plongé, puisque Jean Moulin disait, bien que se définissant comme conservateur, de Lestrin comprend le caractère insurrectionnel et révolutionnaire de l'action à entreprendre, ce qui est quand même deux mots un peu opposés. Finalement, c'est de Lestrin, comme disait Michelet, il a eu une mission d'union. De Lestrin est mort debout, en beau soldat et en chrétien. Qu'est-ce qu'on peut dire aujourd'hui sur de Lestrin? En quoi ça peut nous aider, peut-être aujourd'hui, dans nos difficultés politiques, à trouver, peut-être pas une issue, mais une inspiration? Alors, vous savez, on dit souvent en histoire, il n'y a pas de leçons, il n'y a que des enseignements, mais dans les enseignements, ce qui est intéressant de noter, c'est des extraits de ses discours, et on retient souvent ces mots que j'ai déjà cités. Donc les trois mots qu'il cite au mois de juillet 1940, lorsqu'il s'adresse une dernière fois à son état-major, la fin de son discours, c'est confiance, confiance encore, confiance toujours. Donc ça nous fait réfléchir aujourd'hui. Le deuxième aspect, c'est effectivement cette volonté, ce savoir-vouloir, cette volonté, mais qui n'est pas forcément une volonté exacerbée, mais c'est une volonté dans la joie de vivre. Et les témoignages le diront même à Dachau, il sifflotait des airs d'opéra, paraît-il, en se baladant entre les baraques. Et il avait toujours un mot pour chacun, et toujours le sourire. Oui, il a fait l'unanimité à Dachau. Il faisait l'unanimité, tout à fait. Voilà, donc aujourd'hui, c'est des éléments intéressants que l'on peut méditer dans la difficulté de la vie au quotidien, mais y compris dans un métier de soldat, pour les militaires d'aujourd'hui, mais pourquoi pas pour les Français d'aujourd'hui. C'est des figures, j'aime bien cette appellation, c'est une figure qui compte dans l'histoire de France, à mon sens, qui compte dans l'histoire militaire de notre pays, mais qui compte aussi encore aujourd'hui pour les plus jeunes, parce que
Delestraint avait une très grande affection de la jeunesse, il le disait souvent, et c'était un plaisantin. Il a des tas d'anecdotes où il chante, il se déguise en bécassine à un moment donné, ou je ne sais plus. Enfin, il y a des choses assez incroyables, alors qu'il est colonel quand on a un régiment de chars. Bon, ça c'est étonnant, mais alors il faudrait creuser encore plus ses relations, notamment les relations familiales, mais dans le domaine professionnel, il était quelqu'un toujours de très présent, poussant, aidant. Voilà, c'est quelqu'un qui comptait. Très bien. Alors, on en parlait un petit peu tout à l'heure et vous disiez, finalement, est-ce que Delestraint ne pourrait pas être nommé maréchal de France? Est-ce que ce serait une consécration pour le sortir de l'oubli? Alors dans les traces, dans les archives que j'ai retrouvées ou dans les discussions, il y a deux interrogations potentielles, deux idées. La première, c'est de dire est-ce que c'était pas un saint homme? Bon, on est tous appelés à la sainteté, mais est-ce que sa dimension quand même d'homme, de soldat, de chrétien n'est pas assez incroyable? La deuxième, c'est effectivement, dans nos institutions françaises, les militaires en particulier, un soldat qui a commandé une armée au feu peut potentiellement être maréchal de France. Bon, il y a plusieurs exemples dans notre histoire militaire. Et lui, il n'a pas commandé une armée sous la lumière, mais il a commandé une armée secrète. Bon, est-ce que lorsqu'on commande une armée secrète, on peut éventuellement, à titre posthume, devenir maréchal de France? Bon, ça c'est une deuxième interrogation. Voilà. Alors, comme les deux sujets sont à la fois peut-être très religieux ou très politiques, je ne me prononcerai pas sur la finalité. Merci. Peut-être que parmi vous, il y a des personnes qui veulent poser des questions à Jean Bourcard. La parole est à vous. Monsieur, je ne sais pas s'il faut passer le micro à monsieur. Je vous écoute, monsieur. On vous écoute, monsieur. J'ai essayé de parler fort, mais j'ai la voix assez sourde. Pas terrible. Je voulais demander quelles actions militaires le général Delestraint a-t-il conduites pendant la campagne de France? Alors, je vais reformuler la question pour les personnes qui nous écoutent. Quelles actions militaires le général Delestraint a-t-il conduites pendant la campagne de France? C'est bien ça. Oui. Bon, pour faire simple, il y a 3 temps. Le premier temps, c'est au début de la drôle de guerre, il va commander les chars de la 8e armée en Haute-Alsace. Donc c'est une posture un peu attentiste, mais c'est l'attente de la drôle de guerre. L'objectif, c'est de faire en sorte que les chars qui sont dans cette 8e armée dans le sud de l'Alsace obtiennent les moyens pour se battre à partir du moment où les Allemands vont attaquer. Donc deuxième temps pour lui, à partir du mois de mars 1940, il est mis à la disposition de l'état-major des armées, en particulier de l'inspection des chars auprès du général Keller. Donc là, il a un rôle de conseiller. Et puis ensuite, il va prendre la tête du premier groupement de chars. Donc il aura 2 divisions, puis les reliquats d'une 3e, à partir du mois de mai, pour obtenir vraiment la plénitude début juin 1940 d'un groupement de chars composé de 3 divisions de chars, dont celle du colonel de Gaulle, mais jamais avec tous les moyens, et c'est un des problèmes de cette période-là, avec tous les moyens et les capacités pour faire ce que font les Allemands, des corps blindés, c'est-à-dire des forces de manœuvre complètes pour jeter des blindés en contre-offensive contre les Allemands. Il aura donc un rôle, pour le dire simplement au début, de conseiller plus auprès de l'inspection et auprès de l'état-major des armées, et puis surtout après un vrai rôle de chef. Et pendant la campagne de France, de nombreux témoignages le montrent, en train de parcourir tous les endroits qu'il peut pour obtenir les moyens de commandement, obtenir les moyens chars, dès qu'il y en a qui sont détruits, et faire en sorte de participer au rétablissement du front, notamment le long de la Somme, notamment lors de la bataille d'Abbeville, en fin mai, début juin 1940, avec notamment le colonel Perret et le colonel de Gaulle, général de Gaulle, à la tête de la 4e DCR, pour essayer de rétablir le front. Donc à chaque fois, il va essayer d'éviter que les chars français soient disséminés un peu partout, ce qui sera un peu le problème de la doctrine française à ce moment-là. Et plutôt que les disséminer, il passe son temps et cette fois-ci, il est un peu moins respectueux, y compris avec le général Frère, qui sera son chef à ce moment-là. Il va essayer de faire en sorte non pas de faire comprendre, enfin plutôt il va essayer de faire comprendre au chef qu'il ne faut pas disséminer la masse de manœuvre et les blinder pour les mettre sur des ponts, des carrefours pour arrêter la percée allemande, mais qu'au contraire, il faut les regrouper pour ensuite les relancer de manière simultanée contre l'ennemi.
Et ça, c'est un vrai combat de tous les jours. Il va presque s'user à faire ça, mais ça va être extrêmement compliqué. Monsieur? Oui, alors, concernant justement le combat de Léchard, est-ce qu'il a, d'après ce que j'ai lu, mais il a bien vu, lui, le rôle de l'aviation et de coordination, contrairement, semble-t-il, à De Gaulle au départ, dans sa doctrine, puis il l'a modifié après, quand il a écrit l'armée de métier, etc. Et lui, de l'Estrin, il a bien vu que c'était utile de joindre les avions et les chars. Donc le rôle de l'aviation dans le déploiement des chars, finalement. Est-ce que de l'Estrin a bien vu ce point? Appui des chars. Alors, avant, lorsqu'il est général de brigade à Metz, donc il mène des expériences. Et dans conférences aussi? Oui, il faut aussi des conférences. Donc il évoque en fait ce rôle des chars employés en masse. Il évoque aussi cette dimension interarmes. Donc les chars ne font pas la guerre tout seuls, il faut de l'artillerie, il faut des moyens au sol, il faut potentiellement des moyens aériens. Il l'évoque aussi au moment de ses expériences de 1938. Il l'évoque encore un peu plus en décembre 39 ou janvier 40. D'ailleurs, De Gaulle fait la même chose. Ils essayent d'envoyer des... Vous savez, un subordonné fait des comptes rendus à ses chefs pour essayer de leur faire comprendre les problèmes, pour essayer justement de montrer, en tirant les enseignements de la campagne de Pologne et en tirant les premiers enseignements de la campagne de France, qui n'en est pas une, mais on est en drôle de guerre, enfin quand même, pour essayer justement de montrer que le char a toute sa place. Et il le dira, mais ça n'aboutira pas comme on le sait très mal. Parce que l'armée de l'air est complètement autonome. Oui, voilà, c'est ça, l'armée de l'air est complètement autonome, il n'y a pas d'échange, c'est assez compliqué. Et donc il y a une lourdeur générale des moyens à mettre en place et surtout à coordonner pour avoir une efficacité maximum. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions, monsieur? Quel a été le déclic qui l'a fait passer d'une position d'attentisme au départ à une volonté de s'engager concrètement? Est-ce que c'était l'évolution du régime de Vichy, ou le fait que la France libre se développe, l'évolution de la guerre en général? Qu'est-ce qui l'a fait passer de ce retrait à cet engagement concret? Passage à l'engagement concret. Ouais, alors ça, c'est une question que je me suis posée parmi d'autres questions, c'est essayer de trouver ce cheminement intellectuel, à la fois un cheminement de conviction, de foi, voilà. Donc, mais la première chose, je pense qu'il faut lire ou relire ce qu'il dit en juillet 40, c'est confiance, confiance encore, confiance toujours. Et il dit un jour viendra. Donc il ne se lance pas, il a quand même 63 ans, 62 ans, il ne se lance pas éperdument dans une résistance, et d'ailleurs beaucoup de Français jouent la même carte, et notamment les militaires. Eh bien, beaucoup de militaires restent aux ordres du pouvoir légal, avec cette admiration pour le maréchal Pétain. Mais, en parallèle, il prend le temps de regrouper les anciens des chars, et grâce à cette dimension associative, et là, le commandant Perrette, le fameux Perrette, va jouer un rôle très important, pour essayer de regrouper tous ceux qui sont encore en vie, ou qui ne sont pas prisonniers. Il y a quand même plus d'1,5 million de soldats français prisonniers en Allemagne, donc il faut quand même se remettre dans le contexte de l'époque. Pour essayer justement de réunir toutes ces forces. Et il y a des listes, donc il y a des listes qui sont faites avec justement où sont ces anciens cadres, parce qu'une armée ne tient que s'il y a des cadres. Donc lui, son objectif, c'est où sont les cadres, et notamment les cadres venant de cet environnement char, quelles sont leurs adresses, est-ce qu'on peut échanger, et ce cheminement va se faire progressivement par ce monde associatif autour des chars de combat, des anciens des chars de combat. Et puis, je pense que il va progressivement aussi garder des contacts avec l'armée d'armée 6, des officiers qui font partie de l'armée d'armée 6, et prendre des contacts avec ceux qui rentrent progressivement en clandestinité. Et en 1942, lorsque les choses vraiment évoluent, donc l'invasion de la zone sud, les postures du maréchal Pétain, etc., font que, là il dit, voilà, le Rubicon, je le franchis, on vient me chercher, et c'est un peu ça, il ne l'écrit pas comme ça, mais on vient me chercher, je ne peux pas dire non. C'est mon devoir. Donc, si Jean Moulin et le général de Gaulle, en fait, par nécessité, lui demandent, il ne va pas dire non. Il dira pas non. Et il ne dira jamais non, en fait. C'est ça qui est assez incroyable. Un peu comme Charles. C'est ça. Il ira jusqu'au bout. Je ne sais pas s'il a dit vaincre ou mourir, mais en tout cas, il ira jusqu'au bout et jamais il refusera justement de participer. Voilà. D'autres questions? Monsieur? Est-ce qu'il y a encore des descendants?
Il y a encore des descendants aujourd'hui. Oui, oui, oui. Alors, il y a peut-être dans la salle, je ne sais pas, je ne connais pas tous, mais je connais en tout cas. Nous avons une descendante du général de l'Estran dans la salle. La famille Rioux, alors. Voilà. Donc, j'étais très bien accueilli par des petites filles du général de l'Estran, donc c'était passionnant. Et je les remercie. Alors, ils ne sont pas là ce soir, mais du moins. Ils sont représentés. Ils sont représentés par la génération d'après, c'est ça. Oui, oui, tout à fait. Et c'est très intéressant parce que je dis souvent, mais je pense que tout historien ou amateur d'histoire raisonne un peu de la même manière, c'est qu'il y a des sources. Pour faire de l'histoire, on ne fait pas de l'histoire sans source. Il faut des sources orales, des sources écrites, des sources institutionnelles, il faut des écrits. Mais dans les familles, je le dis souvent, quelles que soient les familles, il y a toujours des trésors. Et je me souviens d'une discussion où il y avait des courriers qui paraissaient pas très intéressants. C'est des courriers, c'est des histoires de famille. Et justement, c'est dans ces histoires de famille, sans trahir de secrets de famille, etc., qu'on trouve des pépites. On a des livres ici qui peuvent parler longuement de ce genre de cheminement, des choses sorties d'un grenier. C'est ça, d'une boîte à chaussures. Voilà. On peut vous en montrer plusieurs. Merci beaucoup Jean Bourcard. Merci à vous d'être venus si nombreux. Merci à vous.